Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour la dernière de l'histoire de leur début. Alors, comme je le dis à chaque fois, l'histoire de leur début, c'est le fait effectivement de vous faire sortir, vous, ceux qui ont envie de commencer quelque chose, qui ont envie de commencer un job ou qui viennent de commencer, un petit peu de vos rails, un petit peu de vos objectifs et de votre, comment dire, de la dynamique que vous avez de toujours trouver d'être toujours dans le même sens. Et aujourd'hui, c'est aussi vous inviter à ouvrir un petit peu vos perceptions, ouvrir votre champ des possibles pour pouvoir effectivement avoir la vie, les stratégies, les manières de faire d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont peut-être agi différemment, qui ont eu d'autres solutions et qui sont ici et qui ont accepté de venir tout au long de ce parcours depuis le mois de février pour vous donner des tips sur autre chose. Et ce soir, j'ai le super honneur, je suis super contente parce qu'il a accepté de le faire avec sa gentillesse habituelle. J'échange avec Paul Pironnet. Alors, on connaît Paul pour la PNL, on connaît Paul pour sa bienveillance, sa gentillesse, pour un tas de choses. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui voir, et on va essayer de le découvrir, c'est l'homme, c'est l'entrepreneur derrière l'enseignant PNL. Bonsoir Paul. Bonsoir Eliane, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. On fait un petit coucou. Si vous avez envie de faire un petit coucou par un petit signe, n'hésitez pas à le faire si vous êtes en ligne. Écoute, merci Eliane pour cet échange qu'on a ce soir. Et puis bravo pour toute la série que tu as fait sur ce premier semestre, puisque je ne suis pas le premier, je viens boucler, je crois, une bonne série d'interviews. Absolument. J'ai voulu terminer en apothéose, je dirais entre guillemets, mais surtout avec, et je te l'ai dit même en off, quelqu'un que j'apprécie énormément et quelqu'un qui est très très important pour moi. Donc infiniment merci d'avoir accepté cette place qui n'est pas forcément la plus facile non plus. Et donc pour commencer, alors je vois qu'on est effectivement déjà pas mal suivi et qu'on a pas mal. Bonjour à tous ceux qui sont là. Je vous fais des petits coucous à tous. N'hésitez pas à poser vos questions et à parler. Mais moi, je voudrais, Paul, déjà, que tu nous dises, Paul, parle-nous de toi, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Je suis d'abord un passionné de la vie en général et de l'évolution personnelle depuis longtemps. Donc, j'exerce dans un métier qui consiste à faire de la formation principalement. Donc, j'accompagne des personnes dans leur transformation de vie, à la fois personnelle et professionnelle. Voilà, je suis à la tête d'un institut qui se situe à Lyon. Et puis sinon, moi, je suis passionné par la vie, le développement, l'humain, et ce, depuis plus de 35 ans maintenant. Alors, j'ai depuis longtemps fait de la formation, mais avant, j'ai eu un premier métier. J'ai fait du sauvetage en mer. Voilà, et c'est ce métier, en fait, par souci d'être un meilleur intervenant, on pourrait dire, notamment dans la gestion des équipes qui étaient parfois confrontées à des situations de stress importantes, puisque j'étais spécialisé en sauvetage en mer. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à m'interroger sur le rôle important que pouvaient jouer d'abord la dimension affective, la dimension émotionnelle et relationnelle, bien sûr, dans la gestion des équipes face parfois à des situations qui sont compliquées sur le plan humain. Et donc, du coup, voilà, de séminaire en séminaire, j'ai découvert ce métier qui est celui de la formation. Et puis, depuis, on va dire, novembre 88, à peu près, enfin 87, 88, je me suis lancé après 1 an et demi de formation en tout genre, et notamment une formation de formateur. Je me suis lancé comme profession libérale à l'époque, comme formateur. Puis en 90, j'ai créé ma première entreprise. J'ai formé beaucoup à la PNL pendant 10 ans avec Alain Quérol, qui a été un de mes grands mentors. Et puis après, j'ai créé une deuxième société qui s'appelait Cohésion Internationale pendant 10 ans aussi. C'était ma deuxième décennie de 2000 à 2010. Et puis Paul Pironnet Institut en 2010 jusqu'à ce jour. Voilà un petit peu, très rapidement, mon parcours. Très rapidement le parcours, et justement, on va revenir un petit peu plus précisément en fait sur ce parcours, effectivement. Donc, sauveteur en mer, salarié, effectivement, et à un moment, on passe en indépendant. Alors, tu l'as dit, effectivement, il y avait la gestion d'équipe, il y avait le fait d'être passionné de l'humain, etc. Mais derrière ça, qui est effectivement quelque chose de très grand et de très louable, qu'est-ce qui vraiment, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as
eu envie de passer dans l'entrepreneuriat, de passer dans la profession libérale? Est-ce que, voilà, quelles ont été les valeurs? Qu'est-ce que tu as mis dedans au départ? Alors, je crois que c'est né beaucoup plus tôt, dans une adolescence qui a été compliquée. Alors moi, il faut savoir que je suis né sur les plateaux du Larzac, dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui était un grand disciple de Gandhi. Et puis très jeune, né dans cette communauté parce que mes parents y étaient, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est d'abord l'impact de la richesse de la différence et en même temps la capacité à prendre sa vie en main, puisque j'étais entouré de personnes qui avaient fait des vrais choix de vie. Donc, à l'âge de 7 ans, mes parents sont montés à Grenoble et là, j'ai découvert une vie très, très différente parce que je me suis retrouvé dans un quartier difficile. Il a fallu faire face à beaucoup de contraintes, donc je me suis beaucoup battu. Et dans cette ferveur en qualité d'adolescent, eh bien, j'ai commencé par faire quelques conneries, bien sûr, parce que c'était la manière pour moi de me faire reconnaître. Et puis, il y a eu une brèche un jour qui a été le secourisme. Et là, j'ai commencé à exister autrement qu'en faisant des conneries, mais beaucoup plus par une activité qui pouvait être utile aux personnes. Et je pense que là, il y a mon instinct de sauveteur qui a commencé à prendre place. Et donc, je me suis spécialisé dans tout ce qui existe en matière de secourisme, sportif. J'ai fait aussi beaucoup de secours routiers. Enfin bon, j'ai passé toutes les formes de formation possibles dans le domaine du secours adolescent, en parallèle à mes études, et puis, enfin, le fait que j'étais au lycée, et puis j'ai passé aussi un maître nageur. Enfin bon, bref, je me suis pas mal battu, et du coup, je pense que ce qui a mobilisé énormément, parce que c'est le sens de ta question, ce choix d'être indépendant plus tard, c'est moins la recherche d'indépendance, mais plus le besoin d'exister en décidant finalement de ce que je vais faire de ma vie. Parce que comme j'étais confronté à pas mal je pense, de difficultés, il a fallu que je m'en sorte. Donc j'ai beaucoup été animé par des choix personnels et Mhm. l'envie de m'en sortir et en même temps d'être utile. Donc moi, il y a deux choses qui ont toujours animé ma vie. C'est un, avoir une vie que j'ai choisie, et deux, une vie qui, si possible, pouvait être utile pour d'autres. Donc le sauvetage en mer a été la première grande façon d'exister, de manière, si je puis dire, un peu utile. Et puis, comme j'ai un petit côté un peu performeur, je pense que ça nourrissait aussi ce besoin de compétition intérieure. Compétition qui était très psychologique au départ, parce que beaucoup dans la comparaison avec le monde qui m'entourait, tout ça, et probablement animé d'une grande insécurité intérieure. Donc, je pense que c'est ça qui a boosté en fait ce besoin de m'en sortir. Et puis après, bah, je suis devenu indépendant parce qu'à l'époque, me lançant comme formateur, je ne savais pas trop comment faire autrement. Et donc, entouré pendant ma formation de beaucoup de professionnels, bah, j'ai découvert l'entrepreneuriat en découvrant les structures juridiques qui, à l'époque, permettaient de le faire. En l'occurrence, c'était être en profession libérale. Il n'y a pas grand monde, hein, à part les médecins et quelques professionnels comme ça. Mais sinon, à l'époque, c'était assez indépendant comme formateur. Ouais, c'était assez peu courant. Donc, je Absolument. crois qu'avoir fait partie un peu des pionniers dans le monde de la formation, notamment pour aller ensuite travailler dans les entreprises. Et comme ce qui m'intéressait, c'est les équipes et la performance des équipes, je me suis formé pour intervenir dans les entreprises, que j'ai fait pendant des années. Voilà, donc, ce qui m'a beaucoup animé, je pense, c'est cette envie de m'en sortir et de faire quelque chose qui m'animait vraiment. Alors, effectivement, merci pour ça. Mais c'est ce que je disais aussi, et vous l'avez peut-être vu, vous qui êtes sur Facebook ou qui êtes là, c'est la première fois, et c'est le truc que je tente ce soir, hein, il faut toujours tester dans la vie. Je vous ai demandé effectivement si vous vouliez poser des questions préalablement. Et là, j'en ai une, en fait, donc sur un petit peu comment dire, l'entrepreneuriat et tes débuts, en fait, et c'était la question d'Emmanuel Marnet qui disait en fait, quelles étaient, quand tu as commencé dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu avais des idées préconçues sur l'entrepreneuriat à tes débuts? Et si oui, lesquelles, et comment tu as été amené à les dépasser très rapidement? Alors, moi, je n'avais pas forcément d'idées préconçues, à part parce qu'en fait, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas trop. Moi, j'ai découvert la fonction entrepreneuriale, être indépendant, dans les réseaux
de professionnels que j'ai connus un peu autour de moi. Alors, à vrai dire, en fait, il y a une chose que j'ai faite avant, c'est que pendant que j'étais à l'armée, moi, comme je voulais rentrer chez les pompiers de Paris, donc j'ai d'ailleurs passé les concours. Après, ça me plaisait pas, c'était trop l'armée. Je suis descendu à Marseille faire la même chose. Bon, mais à côté de ça, je faisais beaucoup de travaux, pas de travaux acrobatiques, mais je faisais beaucoup de cordage, je faisais beaucoup d'escalade, de, de plongée, de descente aussi dans les grottes et tout ça, de spéléo. Et donc, du coup, pendant l'armée, j'avais un copain qui faisait des travaux à haut risque, hein, ce qu'on appelle les travaux où on pose des filets le long des montagnes et tout, des trucs comme ça. Et comme c'était bien payé, parce qu'il se faisait payer à l'époque 1000 francs par jour, ce qui était beaucoup pour moi, je m'étais installé en libéral en fait pour faire ce métier-là. Bon, à part payer des charges, c'est tout ce que j'ai fait, parce que finalement, j'ai pas fait ce métier, puisque du coup, j'ai décidé d'investir mon temps, mon énergie, plus sur des formations. Donc, à l'époque, je suis reparti travailler, si je puis dire, dans des entreprises. Je faisais alternance, là, comme on appelle ça je travaillais un peu à droite, à gauche, enfin, j'ai été dans différentes agences intérim. Et c'est comme ça que j'ai financé mes débuts. Mais je n'avais pas de frein, je pense, à l'entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je me demandais comment il faut faire. Il fallait se déclarer. Donc, je me suis déclaré. Et puis, voilà. Puis quand j'ai démarré, j'ai été en plus contraint à des difficultés particulières parce que pour des raisons qui m'appartiennent, je me suis retrouvé en interdit bancaire. Donc, ça a été très compliqué, en fait, mes démarrages en tant qu'entrepreneur. Et c'était plus compliqué que ça ne l'est aujourd'hui, en fait, administrativement parlant. Voilà, donc j'y suis allé, et puis en me disant, je verrai bien ce qui se passe, mais en me faisant un peu conseiller autour de moi. Voilà. Mais je ne crois pas avoir eu des freins particuliers. Moi, je posais la question aux gens qui le faisaient, et puis je disais, comment tu fais pour faire ça? Et puis je faisais la même chose, quoi, en gros. Ah, j'ai une question d'Aurélie, en fait. Aurélie Thivet qui nous dit, peut-être que sur les commentaires, tu peux la voir aussi d'ailleurs, qui nous dit, est-ce qu'il y a eu des moments, Polo, où tu as eu des baisses d'énergie et comment tu as su retrouver le feu pour continuer? Alors Même oui, il y en a eu. à la Oui, création. Aurélie, j'ai eu plusieurs moments euh, de remise en cause. J'ai eu des moments qui ont été très compliqués suite à des pressions financières qui ont été très fortes. En plus, j'ai eu des proches, enfin un très proche notamment, qui est décédé dans des conditions très compliquées. Donc, il a fallu que je fasse face à des situations qui ont été très compliquées et de nombreuses fois, j'ai eu même baissé les bras, hein, vraiment, c'est-à-dire à vouloir abandonner. Et puis, ça n'a jamais duré longtemps. Il a fallu toujours que je me redresse. Et de toute façon, je n'avais pas tellement d'autres choix à ce moment-là parce qu'il fallait que je tienne. Donc, je me suis battu, mais je me suis toujours battu en fait. Voilà, je pense que j'ai quelque chose, il y a un feu intérieur dès qu'il faut y aller, dès qu'il faut faire face, qui a toujours été là. Après, ce que j'ai dû apprendre à mieux gérer dans ces fluctuations, c'est au fond une sécurité intérieure, mais qui était plus liée, parce que je pense qu'au départ, ce feu, c'était plus de la survie en fait. Et peu à peu, ce qui s'est passé, que j'ai dû plus particulièrement transformer, c'est plutôt le regard des autres et la pression parfois de l'environnement sur moi. C'est-à-dire que j'avais des oscillations assez fortes. Il y a des fois, j'avais vraiment très peur et je faisais face à ces contraintes, mais en brûlant un peu de l'intérieur, en fait. Pourquoi? Parce que c'était un peu en mode survie. Et pourquoi? Parce qu'au fond de moi, il y avait une grande insécurité. Et pour faire face à cette insécurité, j'acceptais de me confronter à des choses qui ont été compliquées. Donc, du coup, je me retrouvais psychologiquement dans des situations compliquées. C'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. Donc, il y a un travail d'apaisement qui a pu se faire au fil du temps. Mais j'ai eu mon lot de la vie m'a envoyé son lot d'éléments pour me faire grandir, hein, parce que il y a des choses que j'ai dû apprendre, notamment, à gérer une entreprise, notamment à dire non à certaines situations, notamment à me former, à accepter que, tout n'était pas acquis, à accepter de faire des erreurs. Voilà, mais j'ai eu des moments, compliqués. Ouais, je me souviens de ma première conférence où, j'ai fait 25 kilomètres pour y aller. En fait, j'en ai fait 24. Et le dernier kilomètre, je l'ai jamais fait parce que j'avais tellement peur que du coup, j'ai fait demi-tour. J'ai expliqué le lendemain que j'avais un problème de voiture, mais ce qui était faux, mais simplement parce que j'étais très angoissé. Donc, voilà, mais ça m'a pas empêché de continuer à y croire. Et je pense aussi que ce qui m'a aidé,
malgré ma jeunesse à l'époque, hein, puisque moi, j'ai Mmh. commencé à me lancer à 21, 22 ans. Enfin, je vis de Ah la oui. formation depuis l'âge de 23. Et ça a été compliqué. Il a fallu que je me confronte à des situations qui étaient compliquées. Mais je crois que le fait d'avoir été entouré aussi de gens, d'être en réseau notamment, d'avoir été formé par des bonnes personnes, avoir été entouré de gens qui avaient déjà de l'avance sur moi, ça a été évidemment très, très, très important pour moi parce que ça m'a tiré de Mmh. l'avant. Voilà. OK. Et alors, par contre, effectivement, quand on se lance, et tu le dis toi-même, tu t'es lancé, en fait, tu t'es lancé très, très jeune, aux alentours d'une vingtaine d'années, enfin un peu plus. Euh, quand on y va, c'est vraiment avec le feu et on a conscience, en fait, des problèmes qu'on va avoir. Est-ce qu'on peut avoir une forme de conscience, en fait, et de savoir qu'on s'est pas trompé ou que c'est vraiment ça qu'on veut faire, ou c'est tout simplement de l'expérimentation et de dire, OK, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah, on ira ailleurs. Alors, moi, j'avais une conviction très forte. C'est que par mon métier, d'abord, j'ai fait 4 ans de sauvetage en mer. Donc, j'ai été confronté à des situations humaines qui étaient compliquées. Et Mmh. quand je me suis formé, je crois, j'ai beaucoup investi dans la formation au départ. Donc, j'ai vraiment assez vite découvert des outils qui étaient vraiment pertinents sur le plan humain, sur le plan de la communication, la gestion des émotions, la capacité à- à mettre son attention sur des solutions, etc. Et je me suis rendu compte par mon expérience sur le terrain, notamment le sauvetage en mer, de la difficulté aussi humaine qu'il y avait dans les entreprises. Et comme en parallèle, je faisais beaucoup d'intérim, je me suis retrouvé dans dans de nombreuses entreprises. Et comme je me formais en parallèle, j'observais autour de moi ce qui se passait. Les erreurs managériales, la non-considération, euh, le comportement humain qui mettait pas forcément les gens en valeur, mais bien au contraire, très souvent critiqué, dévalorisé. Donc moi, j'ai vite compris j'avais une vraie conviction sur le fait que pour qu'une équipe fonctionne, il y a des lois à respecter sur le plan humain. Et que sur le fait, et que de fait, même s'il y avait parfois des gens très bons techniquement, sur le plan humain, il y avait vraiment du travail à faire. Donc j'avais cette conviction très forte qu'il y avait quelque chose à faire dans les entreprises. Et moi, mon rêve, c'était qu'une entreprise me dise oui, en fait. Donc, il a fallu que je tape à la porte de beaucoup d'entreprises au début pour qu'on me dise oui. Et puis, grâce au réseau, je me suis retrouvé dans des situations assez importantes, dans des grosses entreprises, notamment dans le monde industriel, automobile. J'ai travaillé pour la SNCF, pour la gendarmerie nationale, pour des tas de situations. Et je me suis rendu compte à quel point le facteur humain avait besoin d'être rehaussé. Comme j'avais de bons outils, notamment, j'étais formé en analyse fractionnelle, ce que j'ai beaucoup utilisé au départ, et puis après, la PNL est venue se rajouter à tout ça, mais j'ai eu à cœur d'apporter à ces hommes, à ces femmes, des outils qui leur permettaient de mieux gérer ces situations, à la fois émotionnellement compliquées parfois, et surtout à travers la modalité de communication, de retrouver une meilleure qualité de vie au travail, si je puis dire, un meilleur rapport humain, un meilleur management, que ce soit le management envers ses équipes ou l'équipe envers son manager. Parce que moi, j'avais même monté un module à une époque qui s'appelait Manager vos supérieurs. C'est-à-dire comment aujourd'hui, grâce à l'écoute, grâce à la communication, eh bien, on peut aussi recadrer un supérieur, mais le recadrer de manière positive, constructive. Donc ça, c'est des choses qui m'animaient beaucoup. Et puis, j'ai aussi eu affaire à des cadres, à de l'encadrement qui avaient besoin d'apprendre justement à manager des équipes. Je me souviens d'une intervention que j'avais faite dans mes débuts d'ailleurs avec la direction de la SNCF, la direction du matériel de la SNCF. Mhm. C'était un très gros enjeu pour moi. J'étais très nouveau et je me souviens, Jean Taillarda, je me rappelle, ça me revient encore, un gars que j'avais rencontré dans les réseaux, qui avait apprécié des mini-conférences que j'avais données dans un réseau et qui m'avait proposé de m'emmener sur des interventions auprès de la direction de la SNCF. Et au départ, moi, j'étais là, en fait, parce qu'on a eu des échanges et je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner, tout ça. Et puis finalement, j'ai pris le manche en termes de formation. Et très vite, les outils que j'avais appris, que j'ai expliqués en quelques minutes à des gars qui avaient 15, 20 ans de plus que moi,
je les voyais prendre des notes, je les voyais m'interpeller, me poser des questions. Et je leur dis, voilà, moi, je n'ai pas votre expertise, mais l'expérience que j'ai, c'est l'expertise de la relation. Qu'est-ce qui se passe avec vos équipes quand, en face, c'est compliqué, quand ils ont du mal à accepter des règles, quand vous êtes en opposition, en désaccord de point de vue? Eh bien, voilà ce que vous pouvez faire pour mieux écouter, prendre en compte, valoriser, considérer, etc. Et en fait, ça les a touchés. J'ai su les toucher assez fortement. Donc moi, j'avais beaucoup d'énergie parce que quand j'étais sur le terrain, j'y allais à fond. Et, du coup, je crois que j'ai interpellé à ce moment-là j'allais dire un peu des vieux briscards de ce métier. Et puis, j'ai aussi beaucoup posé de questions. Et donc, dans ce dialogue-là, voilà, de séminaires, de formation, d'entreprise en entreprise, de services aussi divers, voilà, de tout ça, j'ai énormément appris, en fait, et j'apprends toujours, en fait. Ok. Voilà. Alors, Ça n'a pas été facile tous les jours, non, ça n'a pas été facile. moi, il y a une chose qui m'intéresse effectivement. Tu disais que tu as travaillé effectivement et que tu as donné des outils à des gens qui avaient 15, 20 ou 25 ans de plus que toi. Mais je voudrais que tu nous parles un petit peu du Paul Pironet, en fait, à ce moment-là, quand il a eu ses premiers contrats et qui s'est retrouvé face à ces gens qui étaient censés avoir de l'expérience et voilà, à se demander un petit peu comment il a réagi, Paul, en fait, et comment il est passé au-dessus de cette, je dirais, j'allais Ouais, utiliser cette le mot angoisse, difficulté. c'était un peu fort, mais de cette appréhension, de se dire, oulala, ces gars-là, ils ont 40 ans, moi j'en ai 25, et c'est moi qui vais leur dire comment il faut faire les choses. Ouais. Comment tu Alors, surtout, as vu ça? ouais. D'abord, je reprenais toujours ma place. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je ne suis pas là pour vous apprendre votre métier. Je suis là pour vous apporter des outils dans mon domaine d'expertise, qui est la gestion de la relation émotionnelle et relationnelle, qui est compliquée. Donc, on va commencer par, voilà, moi, je repartais toujours de leurs difficultés, et puis j'expliquais souvent ce qui se passe. Et c'est comme ça. Alors maintenant, des situations qui me reviennent, ouais, il y en a un paquet qui ont été compliquées. Je peux vous donner, par exemple, une expérience que j'avais vécue. Un jour, on me sollicite dans le réseau en me disant, bah, tiens, Paul, il y a un truc à faire auprès d'infirmières. Voilà, donc est-ce qu'il y aurait un atelier à animer d'une demi-journée? Le thème, c'est mettre en place une stratégie gagnante dans sa vie professionnelle. Et puis moi, je dis oui, en fait. Bon, je monte en stop à Paris. Et puis finalement, j'arrive donc chez la personne qui m'avait demandé en fait d'intervenir, et puis elle m'amène en voiture avec elle dans ce lieu. Donc je me retrouve à l'ouest de Paris, et j'arrive, et là il y a marqué Congrès international des infirmiers libéraux. Donc déjà, je suis un peu impressionné par la grande affiche qui est à l'extérieur. Et moi, je m'attendais à tomber dans une salle où j'allais trouver un petit groupe, je sais pas moi, 10, 15 infirmières dans un coin, et puis faire une demi-journée de travail, quoi, en gros. Sauf que, alors pour vous donner un peu le contexte, je vais raconter un peu l'histoire, mais j'arrive, et on me dit, ah bah tiens, les intervenants, vous montez au premier étage, là, il y a un petit salon, on vous attend. Et là, j'arrive, on offre un cocktail aux intervenants qui sont là. Moi, vraiment, bon, j'étais déjà impressionné. Je discute avec un type voilà, qui est là, qui me demande un peu ce que je fais. Alors, je dis, bah, voilà, j'interviens sur. Et puis, et je lui renvoie à la fin, et vous faites quoi? Il me dit, bah, moi, je suis ministre. En fait, c'était Claude Évin à l'époque. Donc, c'est pour vous dire un peu vous voyez le truc. Bon, là-dessus, on descend manger. Donc, je me retrouve avec la grande tablée. Enfin, il y avait du monde. C'était toutes les lits qui étaient rassemblés. Donc, c'est un peu comme dans le Titanic. Je regardais comment les gens tenaient leur couvert pour faire à peu près la même chose. Enfin, voilà. Et j'arrive, et c'est là que j'arrive au moment, j'entends pour la première fois dans les haut-parleurs Paul Pironet, salle 101, mettre en place une stratégie gagnante, etc. Et je monte, évidemment, chercher. Alors, déjà, c'est la première fois que j'entendais ma voix dans le texte. J'étais j'ai l'impression que tout le monde me voyait. Enfin, bref. Et j'arrive au premier étage, et je monte l'escalier. Je vois au début du couloir, on me dit, bah, tiens, c'est par là, la salle. Donc, je regarde et je vois une immense salle de conférence. Je dis, bon, ça ne va pas être là. Donc, je marche dans le couloir, et puis je vais jusqu'au bout du couloir et je cherche la fameuse salle 101. Et là, je tombe sur une nana qui est en train de mettre qui a arrangé les salles, quoi. Et elle me dit, bah, c'est à l'autre bout du couloir, là, d'où vous venez. Alors, je dis, bon, c'est marrant, je n'ai pas vu la salle 101. Enfin, je remonte, et puis je cherche partout. Puis il y a une femme qui me dit, bah, c'est là, regardez. Et là, je vois, mais là, c'est la grande salle. Là. Moi, je ne suis pas là, je cherche une petite salle. Et je rentre à nouveau dans la salle, et il y a effectivement marqué salle 101, mettre en place une stratégie, je n'avais pas vu le nom, avec Paul Pironet. Et là, je rentre, il y a 130 places. En plus, il y avait FR3 qui venait d'arriver. Enfin bon.
Mais je sais pas si vous voyez, là, j'ai un truc qui tourne dans ma tête. Donc, qu'est-ce que je fais? Je file aux toilettes et là, je me dis: «Mais c'est pas possible. Je vais quand même pas animer devant 150 personnes. Qu'est-ce que je vais faire, en fait?» Bref, et je me revois, face au lavabo là, et vous savez, à l'époque, il y avait un film comme ça qui m'aidait beaucoup quand j'avais des baisses, c'était Top Gun, parce que j'ai toujours été passionné par les avions et il venait de sortir il y a quelques années, et là, il y a un moment dans le film, vous savez, où il a eu un accident avec il a tué son ami, quoi, enfin bref, et il a un de ses commandants qui est au-dessus de lui et qui lui dit: «Écoute, soit tu t'arrêtes, soit tu profites de tes difficultés pour rebondir et tu repars de l'avant». Et je me souviens, j'ai les 2 mains sur le lavabo comme ça, je me regarde dans la glace et là, je me gonfle d'orgueil, en fait, et je me dis: «Bah, Polo, c'est soit tu te barres en courant, soit tu affrontes, en fait». Et là, j'ai pris une grande respiration, j'y suis allé en conquérant, et puis, bon, finalement, j'ai animé, une super après-midi, dans cette grande salle, mais effectivement, ouais, j'ai eu très peur, et il y a eu de nombreuses fois comme ça où j'ai eu très, très peur, et vous voyez, c'est très curieux d'ailleurs le cerveau humain parce que bon, j'ai fait mon animation, 150 personnes à peu près. En plus, c'était l'époque où les femmes, enfin les infirmières descendaient dans la rue, il y a beaucoup de grèves, de choses comme ça à l'époque. Donc c'était un thème qui était très épineux, mais qui s'est du coup, vraiment bien passé parce qu'il y a eu des débats très, très intéressants. Donc bref, je repars, à Grenoble à l'époque, donc je redescends de Paris, hem et là je suis une semaine après, sur mon parking, dans ma R5, et je dois rencontrer une DRH qui est, d'un organisme, qui s'appelle, je sais plus quoi, qui s'occupe, oui si c'est l'OPA HLM, enfin bon bref, l'OPAC ou je sais plus quoi, et Mmh. là je vous assure, je suis assis dans ma voiture, et j'ai mis une demi heure, et j'étais pas pétrifié, mais j'étais un peu terrorisé à l'idée d'aller rencontrer une personne, et je me disais: «Mais c'est fou le cerveau». Je viens de faire, la semaine d'avant, une intervention devant 150 personnes, ça s'est vraiment bien passé et j'ai peur d'aller voir une personne. Donc des moments d'oscillation comme ça, où le cerveau, repart, en dévalorisation, et cetera. Mais j'ai connu ça, mais énormément. Mais je crois que je bénis tous ces moments parce qu'ils ont été en même temps des moments très forts, à la fois dans la peur, mais aussi dans la joie, et ce qui m'a apaisé avec le temps, c'est d'apprendre à aller à la rencontre en fait de ces peurs, de les accueillir et peu à peu de les apaiser, de les transformer et cetera. Donc voilà, et aujourd'hui, après plus de 35 ans, bah, sachez-le, j'ai encore aujourd'hui des moments, alors j'ai un rapport à moi-même qui s'est beaucoup plus apaisé. Alors certes, j'ai plusieurs années maintenant d'expérience, mais il y a toujours une partie de Paul qui a peur quand il est confronté à l'inconnu, en fait, et de l'inconnu, on en a toujours. Voilà, donc voilà, après c'est un rapport avec soi qui évolue, mais c'est ça aussi la beauté de ce métier, et comme tout entrepreneur, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément seulement entrepreneur en tant que créer une boîte, c'est entrepreneur de sa vie, entrepreneur de ses Mmh. relations, entrepreneur de sa santé, entrepreneur de sa relation à l'argent, et c'est toujours en allant écouter ses faiblesses, finalement qu'on grandit. C'est en écoutant les fuites dans le tuyau, où est-ce que ça fuit, où est-ce que ça fait mal, où est-ce qu'il y a des craintes, des peurs, des colères, et puis en accueillant ça qu'on arrive à transformer, en fait. Je pense que Et là, le plus grand des transformations, c'est ça. je C'est par trouve que rapport à tu soi. viens de dire quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour tous ceux qui peuvent nous écouter ou qui ont envie de se lancer, etc. C'est que nous, quand on se lance, on dit effectivement, bah, on a peur de ci, on a peur de ça, mais quand on vous voit, vous, enfin ceux qui ont de la, je dirais, de la visibilité quelque part sur les réseaux, qui commencent à avoir un certain poids, on se dit, mais ces gens-là, quand on les voit, ils n'ont pas peur, en fait, ils y vont, c'est eux qui nous inspirent. Et ce que tu viens de dire, moi je trouve ça formidable, et formidable aussi de transparence, c'est-à-dire que même au niveau où vous en êtes, vous aussi, vous êtes capable d'avoir peur. Et ça remet quand même l'église au milieu du village. Ça veut dire qu'on est Oui, tous que des humains. Et merci pour ça, parce que je trouve que c'est absolument énorme, en fait, aujourd'hui, avec la, comment dire, la, la renommée que tu peux avoir, de pouvoir encore dire ça aujourd'hui. Merci pour ça, c'est vraiment super, super important. Et merci d'ailleurs à propos pour tous les propos. Je salue mon ami, Guillaume qui effectivement,
a beaucoup participé. Enfin, c'est d'abord un ami, puis on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, coucou Guillaume, et puis coucou à tout le monde d'ailleurs. Merci pour vos commentaires. Oui, oui, merci absolument et merci pour vos questions aussi. D'ailleurs, j'ai une question, je voudrais poser une question qu'a posée Evelyne. Il lui semble se rappeler qu'à un moment de ton évolution, tu as repris un job salarié. Et elle pose la question si cela est exact, comme elle est dans la même configuration, elle se demande comment tu as géré cette situation, quel était ton ressenti quand tu as repris ce poste salarié. Alors déjà, est-ce que tu as eu à reprendre un poste salarié dans ta dynamique de travail? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans mes débuts, j'avais levé un très gros contrat avec la gendarmerie nationale notamment. Et je crois que j'étais à ma 2e année de profession libérale. Et puis, finalement, avec la guerre du Golfe, ce contrat s'est arrêté. Et comme j'étais très, très engagé, j'avais du coup j'ai eu un gros déficit d'activité à ce moment-là. Et ce que j'ai refait, c'est quelques missions en intérim à ce moment-là pour boucher quelques trous. Donc, j'ai pas complètement arrêté mon activité, mais j'ai en parallèle assumé quelques missions à ce moment-là. Donc, là encore une fois, c'est pas, faut surtout pas prendre le retour à un travail salarié comme un échec. En fait, la montagne, elle se gravit étape par étape. Et on peut être tous, à un moment donné, confrontés à toutes sortes de situations. Et toutes les situations que l'on rencontre, elles sont là, de mon point de vue, pour me faire grandir. Donc, il y a des moments, quand ça ne rentre pas par la porte, ben, ça rentrera par la fenêtre. Et parfois, pour atteindre la fenêtre, il va falloir aller chercher une échelle, en gros. Donc, être aidé, voilà. Donc, parfois, revenir sur un autre terrain pour se remettre dans de l'activité pendant un temps, eh ben, c'est sûr, c'est pas forcément facile. Donc, moi, des retours de manivelle, j'en ai eu d'assez importants. Après 10 ans de PNL, ma première grosse entreprise qui s'appelait l'école de PNL, que j'ai co-développée avec Alain Carole, bah, j'ai eu à un moment probablement les années les plus noires parce que il y a eu suite à des problèmes administratifs, bah, des paiements qui ne sont pas tombés. J'ai eu des pertes financières très importantes. Comme j'avais beaucoup de salariés, bah, du coup, il a fallu que je ferme les locaux. J'ai dû licencier 7 personnes, fermer 280 mètres carrés de locaux. Donc, je suis reparti à zéro parce que comme mon entreprise SARL a été arrêtée, il a fallu que je me remette en profession libérale pendant un certain temps. Et à ce moment-là, il y a eu des moments qui ont été très compliqués. Donc, dans les moments compliqués, on revient toujours vers les plus importants. On revient vers nos priorités et on fait en sorte que bah, ce qui est prioritaire soit pris en compte et on reconstruit. Et c'est ça l'aventure entrepreneuriale. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et en même temps, c'est ça qui est beau parce que c'est un voyage. Si on part pour un tour du monde, si on part pour, je sais pas moi, monter en montagne, voilà, il y a la vie, elle est faite de challenges. Et puis même si le Covid a été un challenge pour beaucoup de personnes, on a appris à rebondir beaucoup. Voilà, donc je crois que la vie elle nous amène à co-construire avec l'environnement. Voilà, donc là-dedans, il y a heureusement qu'on a peur de temps en temps, heureusement qu'on est aussi en colère parce qu'il y a des choses qu'on trouve injustes, ça nous fait réagir. Parfois, on est triste parce qu'il y a des pertes de projets, parfois de personnes qui nous sont proches. Donc la vie, elle est faite de moments de bonheur et de moments voilà, de plus difficiles. Et je crois que plus on va accueillir en fait cet instant, plus on va évoluer. Et la vie, c'est ça en fait. Ces ombres, voilà, c'est des temps de lumière, des temps d'ombre. Enfin, c'est ce rapport, on va dire, avec toutes ces dimensions, moi, que je trouve beau, en fait. Ok, donc quelque part, effectivement, retourner sur un job salarié ou autre chose, c'est pas forcément un échec, c'est juste une autre manière de prendre peut-être un peu de recul pour pouvoir rebondir sur autre chose. C'est un peu aussi, Ouais. moi, c'est personnellement un petit peu ce qui me vient aussi après avoir écouté ce que tu viens de nous partager. Ouais. Donc, contraintes, etc., trouver ses premiers clients, on a pas mal de choses, etc. Mais quand on se lance comme ça dans l'entrepreneuriat, on a tendance, et tu me dis très bien d'ailleurs, à vraiment s'y lancer à fond. C'est-à-dire qu'on ne voit quelque part, il y a un moment quand on commence à créer quelque chose, on ne voit presque plus que ça. Et la vie qui est à côté, la vie perso, l'être personnel en fait, parce que quand on commence à créer, pour beaucoup d'entrepreneurs, enfin moi je l'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs,
ils deviennent en fait leur entreprise et il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de scission entre la personne humaine et l'entrepreneur l'entrepreneur ou le job qu'ils ont créé. Comment tu as géré ça, toi, au départ? Comment tu as réussi à faire Est-ce que tu as réussi à faire la scission? Et si oui, comment tu l'as fait? Salut tout le monde, Alors, salut. il y a eu plein d'étapes dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai su faire cette séparation. Il y a eu des moments où je n'ai pas du tout su faire cette séparation. Bon, moi, ma vie, c'est une passion. Donc, elle a rempli beaucoup de passions. Alors, parfois, cette passion, elle a été compliquée, parce que j'ai dû faire face à des situations compliquées. Et puis, il y a eu des fois où il a fallu que je prenne en compte. J'ai été marié pendant 6 ans, donc il a fallu prendre en compte aussi cette relation. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Et il y a des moments où j'ai vraiment fait le choix de bien séparer les deux mondes. Et puis, il y a des moments où j'ai moins séparé les deux mondes. Voilà. Donc, c'est vrai que l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, dans ces métiers de passion, bah, c'est comme, moi, je suis comme un musicien, c'est-à-dire que je vis de mes concerts, je vis de mes formations, je voyage, je vois des gens. Voilà. Maintenant, avec le temps, on arrive aussi, c'est un peu comme un tronc d'arbre, hein, c'est-à-dire qu'au début, on est un peu fragile parce qu'on est un peu ballotté par les événements, et puis peu à peu, notre tronc augmente, s'enracine dans un positionnement, et puis on est aussi, on est de moins en moins tout seul, j'ai envie de dire, il y a aussi un environnement qui nous accompagne, il y a quelque chose qui grandit, et du coup, j'ai l'impression de faire de plus en plus clairement mes choix. Donc voilà, il y a des moments où je peux dire que ma vie personnelle a eu sa place, vraiment sa place, parce qu'il y avait des raisons pour moi importantes à la prendre. Il y a eu des moments où j'ai peu donné de place à cette vie. Voilà, bon, moi je suis plutôt de nature à, à décider ce qui est important pour moi. Donc il y a des fois, bah, la situation professionnelle et ses contraintes m'a m'a embarqué plus qu'il n'aurait fallu. Et puis il y a des fois où j'ai plutôt bien géré les choses. Voilà, donc je ne suis pas un modèle en la matière, mais en tout cas, personnellement, j'ai toujours fait ce que moi j'avais envie de faire, même si parfois il a fallu assumer certaines situations. Mais voilà, je gère assez bien, moi, cette dimension-là, je crois. Ok, donc toi, effectivement, tu restes quelque part en fonction de tes besoins et en Ouais. fonction de tes envies, en fonction de la vie, Voilà. Je etc. répète que moi, j'aime mon métier. Alors aujourd'hui, c'est plus installé parce que j'ai un rythme qui est assez diversifié. J'ai des moments où je suis en salle de formation, dans tel endroit, dans tel autre endroit. Il y a des types de formations qui changent. Il y a des moments où je vais être plutôt en mode gestion d'entreprise, parce que à côté de ça, j'ai des projets que je mène, donc je travaille avec des équipes selon les entreprises. Voilà, donc il y a des moments où je suis plus en lien avec d'autres entrepreneurs pour diverses raisons. Et ça a toujours été le cas en fait, hein. J'ai toujours eu des réseaux dans lesquels je me suis investi en tant qui rassemblaient des chefs d'entreprise. Voilà. Il y a eu des moments où, voilà, parce que j'ai aussi une famille que j'adore, donc de temps en temps, je vais quand même prendre du temps pour les voir. Il y a des moments où je suis juste en balade avec des potes ou avec des amis. Il y a enfin voilà, moi j'ai un peu tous ces moments-là. J'ai la chance, je crois, d'avoir une vie aujourd'hui qui est que j'estime en tout cas relativement équilibrée. Ok, parfait. Tout à fait. Ouais, effectivement, et tout dépend des gens. C'est vrai que bien souvent, quand tu crées un job, mais que tu as une famille à côté, là, effectivement, il faut y aller des fois savoir. Mais encore une fois, c'est une question de priorisation, de priorité, de priorisation des besoins, des J'ai circonstances. vécu, par exemple, j'ai vécu 5 ans hein, avec une femme qui avait 2 enfants. Donc, moi, j'ai connu la vie de famille avec 2 adolescents, 9-10 ans, avec l'école à gérer, avec enfin, toutes les situations en plus qui ont été un peu compliquées parce que la maman avait parfois quelques modalités de comportement qui ont été compliquées à gérer. Mais voilà, donc à ce moment-là aussi, je crois avoir eu, je pense, au regard des nombreuses années qui ont suivi de qualité de lien que j'ai pu avoir avec ces adolescents qui sont aujourd'hui des adultes, je pense que j'ai géré, en tout cas comme j'ai pu, au mieux les situations. Mais il y a des fois, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, on peut tout à fait avoir une vie comme la mienne, avoir une famille, avoir un couple. J'ai beaucoup d'amis qui ont une vie très équilibrée, enfin, je crois, très équilibrée.
Et puis, il y a des fois, c'est compliqué, ça dépend des moments. Voilà. Donc, je ne crois pas que la vie entrepreneuriale soit un frein à l'équilibre de vie. Je crois que c'est surtout une clarté personnelle dans les différents domaines et apprendre aussi à séparer les domaines, c'est aussi important. Mais de mettre la priorité là où on estime que cette priorité doit être mise, en fait. Voilà. Et je pense que Extrêmement. c'est la prise en compte de l'environnement global qui fait l'équilibre de chacun des secteurs, en fait. Même si parfois, il y a des terrains de jeu, j'ai eu, hein, qui sont compliqués parce qu'on vit des crises. Voilà, on peut avoir une crise familiale, on peut avoir une séparation, on peut avoir voilà, des enfants qui ont besoin de nous à un moment donné. Euh, voilà. Et donc, après, c'est toujours des choix, mais c'est ça, être aujourd'hui un entrepreneur, c'est faire des choix et savoir où on met ses priorités. Et parfois, la priorité, c'est pas de se brûler au travail. Parfois, la priorité, c'est sa santé. Parfois, c'est sa famille, son couple. Il faut savoir, au fond, à terme, quelles sont les valeurs qu'on veut le plus défendre. Et je pense que la gestion de son temps, c'est d'abord une gestion de ses priorités. Une gestion de ses priorités, c'est une gestion de ses valeurs en lien avec les projets qu'on a. Où est-ce qu'on veut aller demain? Qu'est-ce qu'on veut privilégier à long terme? Et je crois que plus on prend en compte, plus on prend je vais dire en compte le long terme et l'environnement, donc plus on prend des décisions qui sont cohérentes avec le long terme et avec l'environnement qui est le nôtre, plus quand je dis prendre en compte, c'est reconnaître et considérer l'environnement, plus je crois qu'on consolide. Voilà. À partir du moment où on prend plus en compte l'environnement, ça m'est arrivé de pas forcément prendre en compte toujours mes collaboratrices, par exemple, ou de pas prendre en compte suffisamment, à un moment donné, je m'en souviens, ma famille ou une relation à laquelle je peux être. Ça peut avoir après des contraintes. Donc, voilà. Mais la vie, elle finit toujours par venir nous challenger sur les zones de déséquilibre. Voilà. Donc, Ok. Et donc, contrainte, effectivement, tu en as connu. Et avant de pouvoir arriver un petit peu à te poser les quelques questions qui m'ont été transmises et peut-être auxquelles tu as déjà plus ou moins répondu, moi, je voudrais maintenant que tu nous parles peut-être un petit peu de comment est-ce que le pôle qui a commencé dans l'entrepreneuriat a pu quelque part, enfin, je vais reprendre ma question, pardon. oui. Est-ce que tu aurais eu affaire, effectivement, quand tu t'es lancé, à des gens, je dirais, protecteurs? Tu sais, les bonnes âmes qui te disent fais attention, tu ne devrais pas, c'est dangereux, est-ce que tu es sûr? Enfin, toutes ces peurs un petit peu qui sont renvoyées. Est-ce que tu as eu affaire à ça? Et qu'est-ce que tu as ressenti et comment tu l'as géré en fait? Ouais. Alors, oui, la réponse est oui, hein, j'ai eu des freins autour de moi. Euh, je me souviens qu'à l'époque où je travaillais en intérim, donc du coup, je préservais une fonction un peu chômeur pour pouvoir continuer à faire mes séminaires. Et je dépensais beaucoup d'argent dans beaucoup de séminaires. Donc, je sais qu'autour de moi, à commencer par parfois les représentants de l'État, quand j'allais faire mes entretiens, parfois ma famille, parfois mes amis, disaient: «Ouh là là, est-ce que tu n'as pas l'impression de dépenser un peu beaucoup d'argent dans ces trucs? Où est-ce que tu vas?» Mais on m'a fait la même réflexion, je veux dire dans les années en 2017, 2018, 2019, quand mon expert comptable, regardait mes comptes et qu'il voyait l'argent que j'investissais dans les budgets de formation pour, me former au développement de la formation en ligne, parce qu'à l'époque, on en parlait très peu. Voilà, donc il y a eu toujours des freins, et moi, j'ai toujours considéré ces freins comme des ressources. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de freins. Il y a le frein qui est critique et qui mène à rien, parce que c'est de la critique pure et simple, donc ça me glisse, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Aujourd'hui, la critique bête et méchante, elle me glisse dessus comme, ouais, vraiment. Et après, il y a ceux qu'il faut que je convainque. Par exemple, moi, je suis avec une équipe aujourd'hui au sein de PPI. On n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses, de les penser, et j'en suis très heureux. Si on discute avec Emmanuel, qui est mon associé, Emmanuel André, elle ne conçoit pas forcément les choses de la même façon que moi. Si je discute avec Laurine, c'est un peu la même chose. Et heureusement, toutes les femmes qui m'ont entouré dans mes activités ont été là pour souvent me protéger et parfois me freiner, y compris par rapport à mes propres ambitions. Moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre de décisions importantes
en termes de temps, d'investissement, sans l'accord de mes équipes, hein, même si je reste le patron de l'entreprise. Et ça, parfois, bah, c'est des freins aussi. Mais c'est Mmh. pas des freins non constructifs, c'est des freins parce que, on me dit: «Polo, c'est quoi encore ta nouvelle aventure là?» Voilà. Moi, je suis un entrepreneur, donc je suis là pour ouvrir des portes, ouvrir des opportunités. Et parfois, autour de moi, bah, il y a des gens qui me disent que c'est des conneries, mon propos, que Polo, il faut que je m'arrête un peu, que je réfléchisse un peu, et cetera. Donc il y a des fois, ces situations m'emmerdent, pour être clair, mais en même temps, à chaque fois, c'est l'occasion de prendre du recul et d'accueillir ce qui se dit, de comprendre ce qui se dit et de revoir mon évaluation. Ça ne veut pas dire que je vais lâcher prise pour autant, mais je vais chercher à convaincre et je prends en fait en compte que ça vient d'un ami, d'un collègue, d'un collaborateur, d'une autre personne et je paye même très cher, des cercles d'entrepreneurs pour avoir aussi ce genre de feedback. C'est pas que des encouragements à avancer, c'est des gens qui savent me dire: «Polo, là ça colle pas ton truc» et moi, c'est une des choses que je demande à mes équipes et notamment quand je recrute des personnes, leur capacité à me résister. Ça veut dire: «Polo, là, on ne te suit pas. Ça, c'est une connerie. Quand tu fais ça ou tu dis ça sur un réseau ou quand tu passes telle information sur tel endroit, ça, Polo, c'est pas acceptable». Voilà et heureusement que j'ai ces retours-là, même si parfois ça me fait, je le dis clairement, ça me bouscule, ça me fait même chier parfois, mais c'est comme ça qu'on avance. Donc moi, je suis très attentif à ces retours, à ces prises en compte et par contre, ça après ça veut dire qu'on discute, voilà, on a le droit de pas être d'accord et c'est beau le désaccord. Pour moi, c'est toujours important et c'est grâce à Absolument. ça qu'on avance, qu'on intègre d'autres points de vue. Parfois, ça va freiner mes ardeurs, c'est-à-dire ça va me freiner, remettre en cause, analyser et parfois, bah, ça m'oblige aussi à défendre mon idée et parfois voilà et il y a pas de gagnant et de perdant, mais c'est la co-construction en fait qui fait avancer. Donc moi je suis plutôt un fervent, des alertes autour de ces gens entre guillemets «qui nous freinent», mais pas pour se laisser embarquer, pour converser. C'est-à-dire quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Sur quoi tu te bases? Et cetera et cetera. Et si je vois qu'il y a du répondant derrière, bah, je trouve ça chouette parce que ça permet d'avancer. OK, ça, tu nous en parles sur ce que tu vois maintenant, mais quand tu as commencé, tu avais cette même attitude ou ça a été plus difficile, c'était différent? Ah, oui, enfin, il y a toujours eu des gens qui critiquent, il y a des gens qui poussent, il y a des gens voilà, donc je m'en suis toujours remis à terme, à ce que je sentais juste au fond de moi. Voilà et j'ai jamais lâché ce que je sentais juste au fond de moi. Ça m'a emmené à faire des grosses conneries. Hem et du coup, bah, chaque fois que j'ai fait des erreurs, bah, la vie, elle m'a un peu rattrapé, en fait et je pense que c'est en prenant en compte, en fait, ces retours de manivelle, bah, que j'ai appris à être un peu plus à l'écoute et à prendre en compte des choses, mais c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Voilà, donc Absolument. oui, il y a eu des moments, il y a eu des freins, heu, il y a eu des critiques, mais j'ai jamais lâché l'aspiration qui était la mienne, parce que j'ai toujours pensé, hem après c'est une affaire de forme, de stratégie, de choses comme ça, mais la finalité que je poursuis, j'ai jamais eu aucun doute là-dessus, sur l'intérêt que je portais au développement humain et à faire en sorte, voilà, d'apporter au plus grand nombre des outils, des techniques pour les aider à grandir et je me réjouis de m'être battu comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont grandi, je pense, et m'ont fait grandir, à travers toutes ces années de formation et d'accompagnement, ouais. Voilà, mais ça n'a pas toujours, ouais, bien sûr, j'ai eu des contraintes et parfois des baisses, des baisses d'énergie, des baisses d'espoir, enfin. Comme on en parlait effectivement tout à l'heure. Avant de te poser peut-être mes 2 dernières questions et de m'adresser à toute notre communauté qui est bien fournie d'ailleurs ce soir et je les remercie vraiment tous d'être là, je vais peut-être te poser un petit peu les différentes questions qui m'ont été, renvoyées. J'avais des questions par exemple de, Marika qui demandait, quand on veut démarrer, comment trouver son pourquoi? Ah, c'est une très bonne question ça, Marika, trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi, ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de soi et analyser le pourquoi on est là, en fait. Qu'est-ce qui nous anime vraiment? Donc il y a plein de voies pour faire ça.
Si je prends par exemple l'ikigai, c'est lister un peu ce qui me passionne, en tout cas, ou ce qui m'a passionné dans ma vie, ce qui me porte aujourd'hui, ce qui m'attire autour de moi. M'interroger sur ce qui est important à mes yeux autour de moi, dans quoi j'ai tendance à passer du temps, de l'énergie, à porter de l'attention. Ensuite, me dire, bah, au gré de ma vie, pourquoi on est plutôt venu me chercher, et à travers ça, qu'est-ce que dans tout ça je trouve qui me permettrait au fond, de faire ma place. La vraie question autour de ça, c'est un, ce qui me passionne, et deux, comment je peux servir. Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté, que je pourrais apporter à d'autres. Voilà. Et cette question, il faut prendre le temps d'aller la chercher. Il y a plusieurs voies pour le faire. L'évolution personnelle, le coaching, enfin, il y a énormément de possibilités de cheminement. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Il faut décider d'investir, de prendre le temps, l'énergie, et parfois un peu d'argent pour aller se chercher profondément. Mais moi, je crois qu'on ne manque pas aujourd'hui sur le marché de personnes sérieuses pour nous accompagner dans cette démarche. Parce que à tourner tout seul dans son propre circuit, on ne peut pas résoudre un problème avec le système dans lequel on est, en fait. Pour pouvoir résoudre un problème plus élevé, il faut aller chercher des données qui sont plus élevées, qu'on va trouver chez un professionnel, un coach, un formateur, une démarche d'accompagnement, en acceptant aussi qu'au départ, on ne sait pas. Moi, j'ai, par exemple, dans le cadre des formations PNL, énormément de personnes qui arrivent parfois avec des visions, avec des projets, ou parfois, ils ne savent pas trop. Et même, je leur dis, prenez le temps. Parce qu'au cours d'une formation, 3 jours, 6 jours, 10 jours, vous allez mener un processus, vous allez rencontrer des gens, vous allez aller de plus en plus dans votre profondeur, et à travers ça, découvrir, que ce soit à travers votre vie, votre avenir, la manière dont vous concevez les choses, ben, vous allez faire émerger, il va émerger à l'intérieur de vous des couches dont chacun n'a pas conscience, pour aller découvrir un peu ben, c'est quoi notre essence, c'est quoi nos racines, c'est quoi les fruits qu'on a envie d'apporter, sur quel terrain de jeu on a envie d'aller, qui nous touche, quelles sont les problématiques qu'on a envie de résoudre, dans quel contexte on a plutôt envie de s'orienter. Tout ça, ça va prendre du temps, mais il y a des outils puissants pour aller à la découverte de tout ça. Et ce que je dirais toujours, c'est bah, le monde, il va de plus en plus vite. Donc, on trouve de tout en 24 heures aujourd'hui. Donc, mais il y a un travail auquel on n'échappe pas, c'est un travail de profondeur, un travail d'accompagnement intérieur. Et c'est plus on descend dans la profondeur, plus on prend conscience de son arbre, de ses racines, de son tronc, plus on va pouvoir faire face à des vents qui sont forts. Parfois, ces vents vont nous pousser, et même s'il y a des grosses opportunités, bah, il va falloir avoir un tronc solide pour oser y aller. Par exemple, si demain on vous confronte, alors que vous devenez de démarrer, à aller parler devant, je sais pas moi, 2000 personnes, il faut avoir une assise quand même pour faire face. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros vent qui nous pousse un peu plus fort qu'on ne l'aurait attendu. Et puis, il y a des fois, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui viennent nous confronter, des coups de vent. Et moi, je dis toujours, au départ, on est là pour assumer en fait toutes ces situations contraignantes parce qu'elles viennent consolider le tronc dans lequel on est. Mais il y a aussi des approches, des professionnels qui peuvent nous faire grandir dans ce tronc. Le tronc, c'est quoi? C'est la conscience de qui je suis dans mon essence. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Et là, il n'y a pas besoin d'années d'expérience. Par contre, il y a des protocoles, des processus de travail qui permettent d'aller à la rencontre de notre être intérieur. Et aujourd'hui, c'est pas en 3 heures de méditation qu'on découvre qui est notre être profond. Ça suppose d'aller un peu plus loin, dans des couches un peu plus profondes. Donc, si vous me demandez à moi quoi faire, formez-vous, 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 formez-vous. Si je ne l'ai pas encore dit, je peux le répéter, formez-vous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'aller intégrer des choses qui vont faire grandir votre logiciel. Si vous gérez avec le logiciel actuel, vous gérez des situations que vous n'avez pas réglées aujourd'hui, il faut enrichir le logiciel pour pouvoir régler des opportunités plus élevées, en fait. Donc, je le dis aujourd'hui, investissez, faites-vous accompagner, formez-vous. Et si vous êtes entre bonnes mains, je vous garantis, il y a des choses qui vont changer dont vous ne pouvez pas soupçonner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez voilà, vous avez des potentiels internes qui sont importants, mais pour ça, il faut trouver l'espace et les processus pour les faire grandir. Voilà. Absolument. Alors, j'ai une autre question alors, de Marika. Et en fait, je vais t'en poser deux parce que je pense qu'elles se rejoignent un petit peu. Marika demande comment as-tu senti l'appel pour la PNL
au point de fonder ton business majoritairement sur ce domaine. Et Sandra posait cette question, lorsque tu t'es lancée, t'es-tu lancée avec la certitude que tu étais dans ta mission de vie, la certitude que tu étais fait pour être formateur et conférencier? Au Alors, final, il cela y a est deux venu à questions. toi. Il y a donc deux questions. La première sur qu'est-ce qui m'a amené à la PNL. Voilà, comment as-tu senti l'appel Et- vraiment de la PNL pour en voilà. faire ton business majoritairement? OK. Alors, le premier appel de la PNL que j'ai eu, c'est parce que j'étais dans mes débuts de séminaire de développement personnel. Et après 2 jours de formation, où c'était pas de la formation d'ailleurs, c'était plus du travail un peu thérapeutique à l'époque, on appelait ça comme ça. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc, j'ai quitté le séminaire. Je suis allé faire du sport pendant une demi-journée. Et en fait, quand je suis rentré, voilà, j'avais pas du tout envie d'être avec le groupe. Donc, j'ai fait le choix de me mettre un peu à l'écart. Et puis, j'étais à côté d'une bibliothèque. Alors, tout le monde mangeait sur la terrasse. Et j'ai tiré un bouquin. Il y avait marqué Derrière la magie, la PNL, Alain Carole, Josiane de Saint-Paul. J'ai commencé ce bouquin. Et je l'ai fini à 3h30 du matin. Et je me suis toujours juré qu'un jour, j'irais découvrir ou rencontrer des gens qui faisaient de la PNL, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire tout de suite. Donc, j'ai suivi d'autres voies. J'ai fait de la sophro d'abord au départ, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait de l'analyse fractionnelle beaucoup, c'est ce qui m'a amené à développer mon métier de formateur. Et puis, j'avais fait un peu des touches de PNL. Mais un jour, moi qui voulais aller loin dans ce métier, puisque j'ai découvert l'envie de faire ce métier, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le développement humain. Comment, ensemble, pouvoir faire face à des situations contraignantes qu'on pouvait vivre dans les entreprises comme ailleurs. Et du coup, dès que j'ai découvert la mécanique humaine, comprendre comment ça marche, j'ai eu très envie de l'enseigner, de l'utiliser dans les entreprises, tout ça. Et puis, quand j'ai découvert la PNL, alors non pas dans une formation que je suis allé financer, mais j'ai fait venir Alain Quérol un jour à Grenoble. Voilà, et moi j'ai été fasciné en fait par la puissance de la PNL. Comme ça faisait quelques années, faut savoir en plus que la culture à l'époque c'était très thérapeutique, hein, parce que on parlait pas de coaching. Le coaching est arrivé en 96, moi je suis en 90 là. Et donc d'un côté il y avait le mouvement un peu thérapeutique. Donc dès qu'on avait des problèmes, en gros, on allait voir un psy ou un thérapeute. On revenait sur le problème, l'origine du problème, on transformait notre vie et on passait notre temps à revenir beaucoup sur le passé. Quand j'ai découvert la PNL, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est la puissance neuro-émotionnelle en matière de transformation. En gros, on m'a dit, tu sais, Polo, c'est bien de revenir en arrière sur les origines des problèmes, mais c'est aussi très intéressant de te dire, finalement, Polo, si aujourd'hui tu vis de l'insécurité, au fond, comment ça se passerait si tu étais plus en sécurité? Au fond, si tu étais vraiment nourri par ce à quoi tu aspires, tu répondrais, ça viendrait satisfaire quoi? Et là, il y a eu un pôle qui s'est ouvert, c'est l'orientation solution. C'est-à-dire que plus que faire de la résolution de la résolution de problèmes, on faisait de la dissolution parfois. C'est-à-dire de se dire, mais au fond, si ça se passait bien dans ma vie, ça se passerait comment? Avec qui ça se passerait? Comment ça se passerait? Quelles sont les ressources que je mobiliserais? Comment je pourrais communiquer autrement, etc. Et donc, du coup, la PNL, et comme j'étais beaucoup en entreprise à l'époque, où on parlait des stratégies qualité, j'accompagnais beaucoup de process qualité, ISO 9001, 9002, donc ce sont des procédures de qualité industrielle. Qu'est-ce qu'on fait dans la qualité en industrie? On met en place les procédures qui garantissent un résultat. Et quand j'ai découvert la PNL, ben, je me suis dit, mais en fait, la PNL, c'est faire avec l'humain ce qu'on fait avec le monde industriel. C'est-à-dire qu'on identifie des stratégies d'excellence pour réussir. Et ben, la PNL fait la même chose. Comment font des gens qui ont plus confiance en eux? Comment font des gens qui... voilà. Donc, du coup, il y a eu un espèce de balancier entre le retour vers l'ancien modèle où on rentrait un peu en thérapie, on ne cessait de revenir dans le passé pour essayer de résoudre les problèmes du présent. Et là, tout d'un coup, on orientait les choses vers des solutions. Qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Donc, du coup, moi, je me suis gentiment lancé dans l'autre polarité. Et là, je suis passé vraiment dans la polarité opposée, notamment après quelques années où j'ai fait la rencontre de Tony Robbins, avec qui j'ai passé aussi beaucoup de temps. Et là, j'y suis allé à fond dans l'autre sens, c'est-à-dire, je suis le premier acteur de ma vie, c'est moi qui dirige ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment, confiance à 200%,
haute énergie en permanence, orienté solution. Et là, on a été dans la polarité inverse, c'est-à-dire à fond sur acteur, auteur, créateur de ma vie, c'est moi qui décide de tout, etc. Et puis, au cours de ma carrière, et notamment en travaillant avec des moines, figurez-vous, j'ai fait 2 ans de travail d'accompagnement avec des moines. Et un jour, je suis là en train de leur transmettre les bases de la PNL et je leur dis, vous êtes acteurs de votre vie. Et là, ils s'arrêtent tous, les gars, ils me disent, mais nous, Polo, c'est pas nous qui sommes acteurs de notre vie, c'est Dieu, en fait. Et eux, ils m'ont beaucoup fait évoluer dans une nouvelle forme de spiritualité. Moi qui avais beaucoup de rivalité avec le monde religieux, j'ai redécouvert en fait ce que ça voulait dire avoir la foi. Et du coup, pour faire court, il y a toute une autre dimension qui s'est ouverte et qui aujourd'hui est beaucoup plus développée. C'est-à-dire que on travaille autant avec l'ombre qu'avec la lumière. C'est-à-dire que les deux parties sont aussi belles en fait. Donc, on a besoin d'aller à la rencontre de nos fragilités comme on a besoin d'aller à la rencontre de nos forces parce qu'elles sont indissociables en fait. C'est-à-dire que le monde de la lumière et le monde de l'ombre est indissociable. Et du coup, j'ai découvert la prise en compte de ces polarités. Et en fait, il y a des polarités dans tout. Dans les meilleures choses qui vous arrivent, il y a des choses qui entraînent des conséquences qui sont négatives. Et dans les choses les pires qui puissent vous arriver, il y a des choses qui entraînent des choses extrêmement positives. Donc, et on pourrait regarder tous les événements de ce monde. Et ce n'est pas l'objet ce soir, mais je pourrais vous expliquer qu'il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses dans tout. Donc, tout ça, ça a fait énormément évoluer le monde de l'évolution personnelle. Et aujourd'hui, les choses se sont un peu équilibrées. Alors, pourquoi la PNL m'a tant allumé au départ? Parce qu'elle me permettait de sortir d'un monde où on parlait toujours de problèmes et aller vers des solutions. Ça m'a beaucoup parlé. La deuxième chose, c'est que ça valorisait énormément le potentiel humain. Et j'ai rien trouvé de meilleur aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ma position. Je pense que le cerveau et le système nerveux révèlent tellement de potentiel. Et c'est ce qui me plaît dans la PNL. Mais aujourd'hui, dans la PNL, on donne autant de valeur à ce qui va nous faire monter qu'à ce qui va nous faire descendre. On s'intéresse autant aux stratégies de gain que de perte. On s'intéresse autant à la psychologie qui nous tire vers le haut qu'à la psychologie qui nous tire vers le bas, en acceptant que les deux polarités font partie intégrante de notre vie. Et je pense que ça fait partie des développements les plus importants de ces dernières années, notamment dans la PNL, ou en tout cas dans la manière dont je pratique la PNL et l'enseignement. Oui, absolument. On est tous les deux côtés en fait d'une même pièce et quand il y a l'ombre, il y a la lumière, quand il y a la nuit, il y a le jour et oui, l'un n'est pas dissociable de l'autre en fait, absolument. Et voilà. Autre question, Sandra qui nous dit, quand tu t'es lancée, t'es-tu lancée avec la certitude que tu étais dans ta mission de vie, la certitude que tu étais fait pour être formateur et conférencier? Alors, il y a une chose que j'ai compris très vite, c'est que j'adorais transmettre. J'ai fait du secourisme, je l'ai transmis. J'ai fait des arts martiaux, je les ai transmis. J'ai fait de la moto, j'ai enseigné la moto. J'ai fait du secourisme, je l'ai enseigné. J'ai fait de la natation, je l'ai enseigné. Et j'ai fait du développement personnel, j'ai fini par l'enseigner. Donc, de ma vie, j'ai toujours aimé transmettre. Je pense que j'ai des facilités en ce domaine. Moi, une fois que j'ai compris comment fonctionne un système, j'ai un talent, je crois, pour l'expliquer. Je l'ai fait dans le monde de la natation, je l'ai fait dans le monde du sport, je l'ai fait dans le monde de la moto, je l'ai fait dans plein de domaines. Et quand que j'ai découvert la PNL, je me souviens quand j'ai commencé mes premières animations derrière Alain Quérol, puisque je commençais par animer des bases, très franchement, j'avais l'impression de le faire mieux qu'Alain Quérol. Bon, même s'il reste un homme qui m'a énormément... franchement, c'est un homme qui m'a énormément inspiré. Il avait une élégance, une façon de faire. J'ai beaucoup appris de lui. Mais voilà, moi, j'adore observer les personnes et puis après, apprendre derrière et reproduire ce qui m'intéresse. Et après, je vais y mettre ma sensibilité. Voilà. Donc, j'ai toujours aimé enseigner. J'ai aimé enseigner. J'ai passé tous mes permis de conduire. J'ai toujours eu envie de former les gens à la moto, à les former en voiture. J'adore comprendre comment pédagogiquement créer les meilleures conditions pour que les gens avancent et progressent. J'adore faire ça, j'ai toujours fait ça, c'est ma facilité. Donc très vite, j'ai senti que j'avais envie d'aller là-dessus. Maintenant, est-ce que j'étais pour autant très clair sur la finalité? Non, moi ce que j'aimais, j'avais envie d'aider les gens, j'avais envie d'aider les entreprises et notamment l'humain dans le monde de l'entreprise. J'adorais enseigner.
Et puis après, quand j'ai découvert la faculté de la PNL, j'ai toujours eu envie d'aller découvrir comment fonctionnait de mieux en mieux ce cerveau et transmettre ces outils parce que je les trouve passionnants. Euh, et voilà, donc j'ai toujours fait ce que j'aimais autour de la transmission. Et voilà. Et aujourd'hui, par exemple, je me rends compte, en continuant d'écouter ce que j'aime vraiment, qu'au-delà d'enseigner, en fait, c'est l'interaction que j'ai avec les gens dans les phases d'enseignement. C'est ça qui m'intéresse. Et au-delà de ça, de les rencontrer aussi autour d'une table, autour de. Voilà, quand j'ai tout à l'heure, il y avait Guillaume Andreu là, qui intervenait. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps en formation. Et j'aime bien quand il est là parce qu'on a aussi des tas de moments où on fait autre chose que former. Quand on est dans les groupes, on plaisante. Voilà. Moi, j'adore cette vie de groupe. J'adore cette connexion que je peux avoir avec les gens au-delà de la formation. Je me suis fait des vrais amis. Je salue au passage Thierry Dugrillon que je vois passer là. Voilà, j'adore ce contact que j'ai avec les gens dans leur histoire, dans leur transformation. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que à une époque, on est parti un peu sur des grandes salles et tout ça. J'aime bien les séminaires de grandes salles, mais ce que j'aime avant tout, c'est la connexion que j'ai avec les gens. Et c'est pour ça que je préserve plutôt des groupes relativement petits. Et dans les meilleurs moments de l'année, qui sont en l'occurrence l'été, après l'Oignon à la Vanoise, mais c'est aussi vrai dans les séminaires à Lyon ou parfois à Paris, mais c'est là où j'ai aussi beaucoup de moments de partage, d'échange, autres que dans les salles de formation, où on va se challenger parfois parce qu'on fait des trucs dans la nature, où on va se retrouver autour d'une table, passer une belle soirée à la bougie. Donc, c'est tous des moments où j'ai une vraie connexion humaine avec des gens, et c'est ça, finalement, au final, qui m'anime le plus. Ok. Et maintenant, moi j'ai envie de te demander, en fait, si aujourd'hui tu te retournes un petit peu sur tout ton parcours, sur tout ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de changer ou qu'est-ce que tu pourrais en dire dans sa globalité? Alors, tu parles sur le passé ou sur le futur? Sur le passé. Non, sur ton parcours entrepreneurial, D'accord. depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant, en fait. Euh, Est-ce qu'il y a des bah, choses que tu pourrais changer? Au Qu'est-ce que tu regard pourrais... de ce que j'ai dû traverser, d'abord, je suis très fier d'avoir traversé ces difficultés, parce que j'en ai eu vraiment d'importantes. Peut-être que ce que je ferais davantage, si j'avais à recommencer, c'est à apprendre à gérer économiquement une entreprise. C'est être plus attentif à la gestion économique d'une entreprise, voilà, à gérer mon économie. Parce que euh, voilà, c'est des choses qui m'embêtaient beaucoup. Donc moi, j'y allais un peu au pifomètre. Et du coup, j'ai manqué d'indicateurs, j'ai manqué de structure, j'ai manqué de... Et ça, c'est des choses qui m'ont coûté très cher. Voilà. La deuxième chose, c'est au plus vite de m'entourer d'experts. Mhm. Voilà. Ça, c'est peut-être les deux choses. Apprendre à gérer mon entreprise sur un plan économique et m'entourer de bonnes personnes. C'est-à-dire de ne pas chercher à tout faire, mais à déléguer au maximum ce sur quoi je ne suis pas forcément brillant, pour mettre mon attention, mon énergie, mon investissement temps, énergie, pensée, argent, sur ce qui me passionne, sur ce qui me porte, en continuant de me former, continuer de me former, y compris sur ce qui me passionne le plus. Ok, Et cependant, quand on commence, effectivement, c'est quand même, il y a des fois, même financièrement, c'est très difficile de pouvoir au déléguer. début, ouais. Moi, Donc, j'ai tout fait au début. Hein, voilà. Mais par contre, voilà, je faisais ma comptabilité une fois par an. Enfin bon, c'est voilà. Et je pense que en s'entourant des bonnes personnes, on peut, même si on n'aime pas faire les choses, on peut apprendre à les faire, apprendre à les gérer, à prendre en compte les choses et à apprendre en fait. Souvent, quand c'est difficile, c'est qu'on n'a pas trouvé la modalité pour le faire. Euh, et ça vaut le coup de demander d'être accompagné là-dessus. Tout ça, ça fait partie de la formation. Mener un groupe quand on a des stagiaires qui sont compliqués, si on n'a pas le métier, c'est très compliqué. Faire de la comptabilité quand on ne nous a pas appris comment le faire,
c'est compliqué. Tout devient compliqué quand on ne sait pas le faire. C'est comme gérer un logiciel. Donc, moi, je dis, parfois, ça vaut le coup de prendre le temps d'apprendre à conduire. On va se faire une Mmh. formation de pilotage, on va apprendre à gérer un logiciel, à gérer un tableau Excel si on a besoin de le faire, ou on le délègue, ou on trouve, voilà, où on monte en performance. Mais vous voyez, on a des plafonds de verre. Donc, pour péter ces plafonds de verre, il faut investir. Investir sur quoi? Sur de l'apprentissage. Et c'est ça, en fait, que je referais davantage. Hein. Si j'avais à refaire à zéro, je mettrais le paquet sur quelles sont les données que j'ai besoin d'apprendre, sur quoi je veux apprendre, mettre le temps, l'énergie pour le faire, et puis de m'entourer de personnes qui savent faire quand je ne sais pas faire. Ok, parfait. Et je vais passer sur les deux questions que nous ont posées, enfin que nous a posées, pardon, Bachir avant effectivement de te demander si aujourd'hui, si tu avais des jeunes qui venaient te dire on veut se lancer, quels seraient les premiers tips ou les premiers conseils que tu pourrais donner ou les premiers pièges à éviter. Mais préalablement, Bachir nous pose deux questions. La première, quelle stratégie adopter pour un bon début dans l'entrepreneuriat? Alors, ça dépend beaucoup de la position dans laquelle on est. Mais l'idée, c'est, pour moi, de bien clarifier qu'est-ce que je veux faire, pour qui je veux le faire et pourquoi. Hein, qu'est-ce que je veux faire, quoi faire, pour qui, voilà, et pour répondre à quoi, en fait, hein, pour être clair là-dessus. La deuxième, c'est que j'hésiterai, mais alors vraiment pas, à aller chercher un coach, mais quelqu'un dont je me rends compte que les résultats qu'il a obtenus m'inspirent, en fait, parce qu'il y a des tas de gens qui ont probablement déjà fait ce que moi j'ai fait. Donc, m'entourer soit d'un coach, soit de personnes qui m'inspirent pour apprendre plus vite, parce que j'aurai un modèle pour le faire. Voilà. Et la troisième chose, c'est de m'entourer de bonnes personnes. Aller chercher les gens qui m'aideraient. Mais pas de faire tout seul, en fait. Alors, même si on est seul, ça ne veut pas dire intégrer les gens, les prendre comme salariés ou quoi que ce soit. Mais voilà. Mais trois choses importantes. Un, redéfinir qu'est-ce que je veux faire, pour qui et pourquoi. Voilà. Deux, de m'inspirer de personnes ou d'être accompagné par des personnes qui ont déjà fait le voyage, en fait. Ça peut être des gens qui m'inspirent, ça peut être des gens que je trouve dans les réseaux, ça peut être des coachs, des consultants, mais des gens qui me donnent de l'information sur comment faire rapidement. Donc, par exemple, si moi je voulais, je sais pas, me muscler davantage, j'irais dans une salle de sport, j'irais chercher un coach et je lui demanderais de me dire quels sont les tips, les conseils dans le domaine pour pouvoir avancer. Voilà, donc trouver là où les personnes qui font ça et qui pourraient m'accompagner pour le faire. Et puis après, m'entourer, là c'est pour le coup pour avancer avec moi, des personnes qui pourraient m'aider à le faire. Hein. C'est-à-dire, c'est plus des conseillers ou des coachs, mais c'est des gens avec qui je vais interagir pour pouvoir tout de suite trouver les ressources et les technologies dont j'ai besoin pour avancer. Voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, grâce à toutes les technologies qu'on a, on peut prendre énormément d'accélération très rapidement. Voilà, donc pour moi, c'est riche d'aller à l'encontre des personnes qui peuvent m'aider, m'inspirer. Et puis après, il y a des entrepreneurs qui sont très indépendants, qui sentent les choses, voilà, qui écoutent leur intuition, qui vont de l'avant. Mais je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont. Alors seul, on va plus vite hein, parfois, mais ensemble, c'est sûr qu'on va plus loin, plus vite et plus loin même souvent. Voilà, Ouais, donc m'entourer. c'est Voilà le sûr. conseil que je donnerais. Et croire en ce à quoi on aspire, croire en quelque chose qui n'est pas encore existant. Parce que la difficulté au départ, c'est que tout ce qui est vivant, tout ce qui grandit, en tout cas, grandit de l'intérieur vers le monde extérieur. Un œuf, s'il casse de l'intérieur vers le monde extérieur, il va vers la vie. Si vous cassez un œuf de l'extérieur vers l'intérieur, vous tuez ce qu'il y a dans l'œuf. Et c'est un peu la même chose. Les plantes, il faut les arroser. Elles poussent de l'intérieur vers le monde extérieur. Une idée, elle viendra toujours de l'intérieur, mais c'est en la jouant qu'elle va venir grandir, en fait. Moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant que je développe un projet d'application. Je peux vous dire qu'il y en a eu des challenges, et on en a encore. Et il ne faut jamais lâcher, en fait. Mais par contre, il faut apprendre des situations. Voilà. Mais ne jamais lâcher sur l'intention si elle est bonne. C'est pour ça que ça revient sur qu'est-ce qui m'anime profondément, qu'est-ce que je veux faire, pour qui je veux le faire et pourquoi. Et enfin, après, m'entourer des personnes qui peuvent m'aider à avancer et trouver des bons partenaires pour grandir et évoluer.
C'est absolument génial. En fait, je n'aurais pas besoin de poser ma question puisque tu y réponds pratiquement par avance. Et je rajouterais peut-être sur ce que tu dis, enfin pour moi, c'est quelque chose qui me paraît important, c'est aussi d'accepter de consacrer le temps qu'il faut à, alors qu'on est aujourd'hui dans une culture, si on peut dire, de l'immédiateté, c'est-à-dire que je fais quelque chose, il faut que ça rapporte tout de suite. Or, on a besoin de temps pour mettre au point, on a besoin de temps pour peaufiner, on a besoin de temps pour monter la structure. Et ce temps-là, il faut l'accepter aussi. Il faut accepter qu'il soit là et accepter qu'on en ait besoin, en fait. On n'est pas aujourd'hui rien et demain, je gagne 10 000 euros parce que j'ai 30 clients. C'est pas vrai. Il faut le temps du processus de changement. Et c'est ce que je rajouterais peut-être à tous ces tips que tu nous as donnés. Et la deuxième question que Bachir nous pose. Juste pour finir, boucler, pour compléter ce que tu dis, il faut accepter qu'on va prendre des vagues, qu'on va se confronter, parce que être un entrepreneur, c'est faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et à partir du moment où on va aller vers de la nouveauté, la vie, elle va venir nous challenger. C'est normal. Si c'est la première fois que vous lancez dans l'immobilier, vous allez rencontrer plein de difficultés. La première fois que vous faites de la montagne, ça va être compliqué. La première fois que vous faites de l'escalade, ça va être compliqué. Et plus vous allez avancer, plus vous allez rencontrer des difficultés. Mais c'est à travers ces difficultés que on grandit. Et c'est ça qui est super, c'est que quand ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Revenons toujours à nos priorités, entourons-nous et faisons le pas suivant. Voilà. Absolument. Et donc, je vais terminer avec la deuxième question que nous posait Bachir. Comment peut-on étudier les différents risques qui peuvent surgir au commencement de l'entrepreneuriat? Alors, je trouve la question assez intéressante. Oui, c'est très intéressant. Il y a deux types de difficultés ou de risques. Il y a des risques qui nous mettent… Il y a prendre des risques et se mettre en danger, pour faire court. Prendre des risques, moi je dis qu'un gagnant, c'est celui qui sait ce qu'il fait quand ça ne marche pas. Tu peux développer un petit peu? Oui. Le perdant, c'est celui qui sait ce qu'il fait quand ça marche. Si ça marche, je sais ce que je fais. Bon. Mais ça intéresse… Enfin, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Prendre des risques, c'est accepter l'idée de prendre des risques, donc de se mettre en danger. Enfin, je disais, il y a prendre des risques et se mettre en danger. Se mettre en danger, c'est risqué. Prendre des risques, c'est un peu comme grimper en escalade. Donc, il y a un moment donné, je vais prendre le risque de passer une zone qui est plus difficile que ce que je fais habituellement. Mais j'ai une sécurité. Parce que si jamais je tombe, j'ai calculé que j'avais éventuellement 2 par 2, ça fait 4 mètres de chute. Je peux l'assumer. Voilà. Donc, la vraie question, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux assumer? Voilà. Et donc, d'y aller étape par étape, petit pas par petit pas. Mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Voilà. Et du coup, écoutez aussi ce qui se passe. Parce que au fond de nous, il y a toujours une alerte. Alors, il y a peur et peur. Hein. Il y a peur d'y aller et puis il y a peur d'y aller. Il y a peur de se tuer. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, il faut assumer. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est pas la peine de se mettre dans de l'inconfort excessif. Voilà. Donc, il y aura de l'inconfort à gérer déjà pour avancer. Donc, je crois que ce qu'il faut être attentif, c'est que, par exemple, si j'ai une famille importante autour de moi, que j'ai des enfants, je ne vais pas forcément lâcher une situation pour une autre qui est très… qui n'est pas sûre du tout. Donc, tout ça, c'est une affaire de psychologie, c'est une affaire d'environnement, c'est une affaire de nature à vous-même, c'est une affaire de cohérence entre qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Et d'une personne à l'autre, ça peut énormément changer. Il y a des gens qui sont capables d'affronter des dangers plus importants, des situations plus risquées, et d'autres non. Voilà. Et moi, je dis toujours que ce n'est pas la peine de se mettre en danger. Il n'y a pas besoin de se mettre en danger. On peut y aller petit pas par petit pas et prendre le temps de faire évoluer. Il y a des gens qui auront besoin d'aller plus vite parce que c'est leur style, et tant mieux. On n'a pas tous les mêmes métiers. Il y a des gens qui ont besoin de se confronter à certaines choses, d'autres à d'autres. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte l'environnement dans lequel on est. Voilà. Si j'ai 25 ans et que je suis indépendant, que j'ai un peu d'argent derrière moi, ou si j'en ai pas, c'est pas très grave, je peux rebondir assez vite. Voilà. Si j'ai 35 ou 40 ans et que j'ai une famille derrière moi,
il y a des situations, il faut que je sache quelles sont les conséquences. Donc, c'est important d'anticiper. Et moi, je pense qu'on peut évoluer petit pas par petit pas en préservant sa sécurité. Et c'est toujours mieux quand on le fait. Donc, je suis toujours, moi, plutôt pour créer les conditions pour que le confort vous accompagne. Parce qu'une insécurité intérieure, si par exemple, je suis en développement d'activité et qu'au fond de moi, je suis dans l'insécurité forte, parce que je ne sais pas comment je vais finir mon mois, eh bien, psychologiquement, je vais être affecté par cette insécurité et que je le veuille ou non, elle va rayonner sur un plan vibratoire, complètement inconsciemment. Et du coup, en face de moi, eh bien, je vais avoir plus de difficultés à attirer de l'abondance. Voilà, parce qu'au fond de moi, je ne la vis pas. Voilà, donc tout ça, c'est encore une fois pour sécuriser sa vie intérieure. C'est ça le plus important. Et on n'est pas tous les mêmes face à des situations, quelles qu'elles soient. On ne vit pas forcément du tout les mêmes insécurités. Donc, ce qui est vrai pour l'un, elle peut être très différent pour l'autre. Donc, tout ça, c'est du travail d'écoute de soi-même. Mais voilà, privilégions notre sécurité. Il n'y a pas besoin de se mettre en danger. On peut y aller étape par petit pas par petit pas. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup plus aux micro-changements qu'aux macro-changements. Avant de vouloir changer de personne, avant de vouloir changer de travail, commençons par changer dans le bac à sable dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et en changeant dans cet environnement-là, on va entraîner peu à peu un changement qui sera plus important. Voilà, mais j'aime bien le travail en finesse, en raffinement, en transformation. Il n'y a pas besoin de se faire mal pour réussir. Absolument. Eh bien, on va arriver à la fin de cet entretien. Mon Dieu, que c'est long. Merci infiniment, Paul, de nous avoir consacré tout ce temps. Et juste là, pour terminer, alors, vous qui êtes sur Facebook ou sur LinkedIn, si vous nous suivez, je voudrais que vous puissiez, ne serait-ce qu'en une phrase ou en un mot, nous dire un petit peu ce qui vous a impacté ou ce que vous avez retenu de cet entretien absolument fantastique. Et Paul, juste pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots de l'application Petit Pas? Parce que c'est quand même un bon avec point. plaisir. Petit Pas, c'est une petite application qui s'appelle Petit avec un S, Petit Pas, qu'on peut télécharger. Pour l'instant, on est encore sur la 2e version. On attend la 3e version qui devait sortir début juin. Mais je suis aussi challengé. Je trouve que notre développeur a eu des raisons personnelles qui ont fait qu'il n'a pas pu assumer le timing sur lequel nous étions. Donc, du coup, ça nous fait prendre en compte des paramètres qui sont assez importants à prendre en compte. Du coup, moi aussi, ça me permet de travailler intérieurement parce qu'il y a des fois, je trouve que le temps est un peu long, mais on va y arriver. On va sortir une 3e version, je pense, au cours de l'été, qui va faire un bond très, très important. Mais actuellement, cette application existe. Vous pouvez télécharger. Elle vous offre la possibilité d'être accompagné par des tips et des conseils, mais aussi des auto-coachings que vous pouvez vous faire sur au moins 8 catégories de vie. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. Et elle sera l'occasion aussi d'avoir beaucoup de tips et de conseils de nombreux leaders que vous allez reconnaître sur le marché. Et puis, elle est faite d'une grosse communauté. Je crois qu'il y a 1700, 1800 personnes dessus actuellement. Et c'est un très, très bel outil pour avancer. Mais c'est surtout ce qui va arriver là qui m'excite beaucoup. Il y aura beaucoup plus d'interactions. Il y aura énormément de... Voilà. On va faire un saut énorme en matière d'évolution. Voilà, ça va sortir pendant l'été. J'ose plus donner une date parce que c'est... Mais bon, plus on monte en technologie, plus ça fait référence à des soucis techniques, parce que là, on a vraiment élevé la barre très haut. Donc, je pense qu'on va faire un truc qui va être énorme. Voilà, mais on va se donner l'été pour sortir ça tranquillement. Hâte de la voir. Et là, je voyais effectivement nos amis qui disaient qu'ils sont repartis effectivement de notre entretien avec des conseils comme se former et oser faire le premier pas, investir sur soi encore et toujours. Qu'est-ce que j'ai encore? Croire à son projet et y donner tout son cœur. Voilà, la simplicité. Ah, celle-ci est gentille. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, écoute, mon cher Paul, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous tous qui avez été présents et qui avez vraiment
participé, vous nous avez aussi porté d'ailleurs par toutes vos questions et vos retours. Infiniment merci. Et donc, ce soir, c'était la dernière pour cette session. Moi, je vais probablement continuer effectivement à avoir un petit peu de live pendant l'été, il n'y a pas de souci. Et je vous tiens informé, il y a quelque chose en préparation pour le mois de septembre. On va voir. Maintenant, je vais vous lancer j'en profite, je vais vous lancer un appel. Si jamais vous connaissez des entrepreneurs qui, effectivement, accepteraient aussi de se faire interroger comme ça, eh ben, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à me donner leur nom. Moi, je les contacterai avec beaucoup de plaisir. Et puis, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. En tous les cas, merci à tous. Et puis, je vais vous souhaiter une soirée. Si je peux dire un dernier mot, d'abord, je voudrais te féliciter parce que moi, je te suis depuis on peut dire plusieurs années maintenant, hein, Eliane. Je trouve que tu as pris un essor vraiment fantastique. Tu as eu le courage de mettre en place ces idées qui sont nées. Je me souviens d'échanges qu'on a eus sur différents masterminds dans lesquels tu as été. Et d'abord, je voulais vraiment te féliciter pour le travail que tu fais, pour ce que tu as mis en place. Parce que franchement, c'est chouette. Et je pense que en tout cas, tu m'inspires beaucoup par tes choix, par ton évolution. Et je pense que je ne suis pas tout seul. Donc, bravo pour ça. Tu vas donner la permission aussi à beaucoup d'autres peut-être de te lancer, d'oser faire ce que tu fais. Et puis, merci aussi à tous ceux qui étaient en ligne avec nous pour vos participations, vos échanges. Au grand plaisir de vous croiser, quelles que soient les circonstances. Merci à tous. Belle soirée. Absolument. Et je répondrai juste à François Deleu. Il y aura le live est sur mon profil Facebook et il sera également mis sur ma chaîne YouTube Eliane Boudon-Phoenix Coaching. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous en trouverez d'autres d'ailleurs qui peut-être pourront vous inspirer. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis une bonne nuit. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, Eliane.